Bonjour, je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Une fois n'est pas coutume, je vous propose dans ce podcast d'écouter une conférence à laquelle j'ai participé le 28 mars 2024. Pas pour mes belles paroles, mais pour celles de mes deux comparses dans ce moment tout à fait singulier, dans ce magnifique espace qu'est le Tiers Lab des Transitions, dans le quartier des Chutes-la-Vie à Marseille. Vous allez donc entendre Mathilde Chaboch, urbaniste, conseillère municipale de Marseille, ainsi que Claire Demaison, cofondatrice du LICA et du Tiers Lab des Transitions, qui nous raconte l'aventure qu'a été l'invention de ce lieu particulièrement accueillant. Bonne écoute à tous. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public montait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Bonsoir, merci d'être là, nombreuses et nombreux. Donc moi, je suis Mathilde Chaboch. Je suis, on va dire quelque chose comme un peu sociologue et urbaniste de métier. Je travaillais dans différents pays, différentes villes, et j'ai ensuite fait partie des gens qui se sont engagés fin 2019, début 2020 dans ce qui s'appelait le Printemps marseillais. Donc je suis élue aujourd'hui au conseil municipal de Marseille, au conseil de la métropole, et j'ai été pendant à peu près 3 ans adjointe à l'urbanisme et au développement harmonieux de la ville. Voilà. Et donc je suis très heureuse de partager cette discussion avec Sylvain et j'espère que vous la nourrirez avec lui. Donc on se lève en fait. Oui. On se lève. Non mais tu peux rester assise. Non mais non. Non mais sinon on va pas y arriver. Vous me connaissant. Donc Sylvain Grisot, moi je suis urbaniste, donc je suis vraiment ravi d'être là parce que en fait j'avais lancé l'idée et si on faisait un truc en prenant l'alibi de la sortie de mon bouquin, et si on faisait un truc ici, moi je viens de découvrir finalement le lieu fini. Je l'avais découvert il y a 1 an, il était en chantier, c'était un vaste chantier, c'était un peu bruyant, un peu voilà. Et puis avec cette idée de aussi qu'on puisse continuer la conversation qu'on avait commencée il y a maintenant 1 an ou 2 avec Mathilde. Bref, de prendre la limite du bouquin pour venir poser des questions au territoire. Et donc on s'est dit qu'on allait faire ça ce soir. On va pas plus que ça parler de ce bouquin, mais moi je vais partir de là pour essayer de se dire qu'est-ce qu'on en fait ici. Ce bouquin, c'est un peu l'aboutissement pour moi de 5 ans d'enquête. Alors, je suis un praticien, je suis urbaniste, et cette enquête, c'est à la fois les lieux dans lesquels j'ai pu travailler, les organisations que je peux accompagner, mais c'est aussi des gens que je suis allé voir. En France, en Europe, parfois un petit peu plus loin. Sur un thème assez simple, c'est comment on fait. Comment on fait la ville. Ça, c'est mon job, c'est mon métier, et globalement, ça détermine la qualité de votre vie, ou pas. La capacité des gamins à bien grandir. Mais ça détermine aussi, c'est de ça dont on va parler, aussi notre capacité tout simplement à gérer les grands enjeux du siècle. C'est à la fois le quotidien et les grands enjeux du siècle. Tout ça tourne autour de la ville et notamment de sa fabrique. Et aujourd'hui, quand on est praticien de la ville, on est coincé. On se retrouve finalement au cœur des responsabilités des crises climatiques. Oui, des émissions carbone, on va en parler. La ville et sa fabrique est un des grands facteurs d'émissions aujourd'hui, en tout cas en Europe et en France. Crise de la biodiversité, l'étalement urbain, le développement des infrastructures génèrent des atteintes directes ou indirectes aux écosystèmes, les pollutions qui sont associées au fonctionnement de la ville et à sa fabrique, mais aussi derrière la crise des ressources, avec une fabrique de la ville qui est au cœur des consommations de matière. Premier consommateur de matières minérales, c'est bel et bien la construction. Donc on est au cœur de la responsabilité.
pas comme citoyen, comme praticien, praticien professionnel, élu, et au cœur donc nécessairement aussi des solutions. Si on est le problème, on est aussi nécessairement la solution. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'impasse. Première des impasses, je vais juste en exposer quelques-unes, c'est la monoculture automobile. Alors, évidemment, il y a des voitures dans la rue, ça pue, c'est sale, ça prend de la place. C'est pas que ça, faut comprendre, c'est beaucoup plus intime. C'est un truc beaucoup plus important que ça. On commence à adapter la ville à la bagnole en 1925 à Los Angeles. Donc, c'est aux États-Unis, l'épicentre de la culture automobile, et c'est quand même il y a moins d'un siècle. On commence à l'adapter le jour où on demande aux piétons de rester sur le trottoir. C'est cette première réglementation à Los Angeles, il y a moins d'un siècle. Et pour autant, on voit que ça a complètement transformé aujourd'hui la physionomie de nos villes. Mais la voiture, elle n'a pas simplement transformé l'esthétique et le fonctionnement de nos rues. Elle a transformé aussi la façon dont on fabrique nos villes. Après la Seconde Guerre aux États-Unis, on invente le suburb. Vous savez, tout ce qu'on voit dans les séries américaines. Ça, c'est 1949. On a des opérateurs privés qui décident de construire des maisons comme on construit des voitures. C'est un truc explicité, officiel, etc. Donc, ils font la maison standard de façon à industrialiser la production de maisons. C'est les Lewittown. Donc, c'est la maison sur catalogue. Et pour arriver à construire une maison standard, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un foncier standard. Un sol plat, pas occupé, sans voisins, simple. Et c'est des terrains agricoles. Et c'est là où on invente un modèle qui est le début de la deuxième des impasses, qui est l'état de moyen. Le suburb, c'est la monofonctionnalité. J'habite là et je vais chercher les autres services ailleurs parce que j'ai une voiture, parce qu'il y a des routes, etc. On a ce système automobile qui, globalement, permet de séparer les fonctions. Au milieu, il y a toujours un élément routier qui nous permet de passer d'un point à un point de vue. C'est une initiative privée. On sort de la grande planification, de l'organisation du territoire par l'État ou les collectivités locales. C'est des opérateurs privés qui achètent des champs de patates et des champs d'oignons d'ailleurs, pas que des champs de patates, en périphérie de New York, parce qu'il y avait déjà la route, il y avait déjà le début finalement de ce qui sera plus tard l'autoroute. Et on invente ce modèle-là sur lequel on va retrouver aussi l'homogénéité sociale, le fait qu'on s'appuie sur l'endettement des ménages, et parce que dans les premières Lewittown, il n'y a que des blancs. C'est réservé aux blancs et aux anciens combattants parce qu'ils bénéficient de garanties d'emprunt par l'État fédéral. Donc on a tout un système là-dessus qui s'effondre avec la crise des subprimes en 2008. Lewitt & Sons, qui a inventé ce système-là, fait faillite en 2008 avec la crise des subprimes, qui est la crise du surendettement des ménages américains pour l'acquisition de leur maison. Monoculture automobile qui génère l'étalement urbain, qui génère l'utilisation de la voiture. C'est la spirale de la mort, comme le dit un cancérologue canadien, et c'est un modèle qui va se déployer aux États-Unis, mais il faut 20 ans pour qu'il se déploie aux États-Unis. C'est vraiment dans les années 60, grâce à l'autoroute, grâce au développement du système autoroutier à partir du milieu des années 60, que le système il se déploie avec sa version commerciale, sa version tertiaire, etc., etc. Et on arrive en France, finalement, dans les années 70, où on fait le choix, une décision d'État, un changement de politique publique. On abandonne les politiques de la reconstruction, le logement social, les grands ensembles, et on commence à tisser l'éloge du périurbain. Ça veut dire qu'on a un système qui s'invente en France au début des années 70 et qui décolle vraiment au milieu des années 80 avec les lois de décentralisation. Et ça génère 20-30 000 hectares de foncier essentiellement agricole consommés tous les ans pour faire la ville. Avec tous les impacts qu'on connaît. Qu'on veut regarder ou pas, consommation d'espaces agricoles avec des questions de résilience alimentaire, des questions évidemment de paysage, ça touche les écosystèmes, et c'est aussi des fragmentations sociales. Chacun son bout de quartier, chacun son lotissement, et finalement des formes d'homogénéité sociale de plus en plus marquées, mais surtout un système et un mode de vie. Et ce mode de vie aujourd'hui, il est complètement percuté par la crise climatique. Dans notre équation climat, notre budget carbone, on a pratiquement 50% de nos émissions carbone qui sont associées à la fabrique de la ville. Donc c'est le bâtiment, c'est la construction et les émissions associées au fonctionnement de nos bâtiments. Et puis c'est la mobilité du quotidien qui est directement dictée par la forme de la ville. Donc on est, en termes de responsabilité, la ville et sa fabrique, les professionnels de la ville au cœur des responsabilités. Des responsabilités, mais aussi en première ligne des bouleversements climatiques, parce que le recul du trait de côte touche les espaces urbanisés, parce que les canicules touchent avant tout les espaces urbains, parce que les inondations, notamment les inondations associées au ruissellement, touchent essentiellement les secteurs urbanisés, etc., etc., etc. Les chocs climatiques
touche prioritairement les espaces urbains, là où on est, hein, et là où on n'est pas organisé pour ça. Et là, il faut comprendre un élément qui est pas complètement évident, c'est qu'en fait, on sait gérer les risques urbains. Alors, on le fait plus ou moins mal, selon les territoires, mais quoi qu'il en soit, on sait faire. Hein, on regarde les événements passés. Voilà, si non, pardon, on regarde dans le passé pour anticiper l'avenir. Hein, c'est les crues de référence. Donc c'est l'inondation qui a eu lieu avant, hein, qui permet de modéliser les inondations potentielles futures. Sauf que ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'avec le bouleversement climatique, c'est pas seulement des coups plus fréquents et plus violents, c'est aussi une nouvelle géographie des risques. Hein. Et donc on a notre façon de gérer les risques urbains qui est complètement battue en brèche par finalement un monde d'incertitude qui s'ouvre devant nous. Moi, j'appelle ça les 30 turbulentes. Les 30 turbulentes, c'est les 3 décennies devant nous, d'ici 2050, qui ont commencé avec la pandémie, et c'est sans doute l'ouverture du 21e siècle. La fin du 20e siècle, c'est la pandémie. La fin du 19e, ça avait été la Première Guerre mondiale. Bon, voilà. Le 20e siècle a duré jusqu'en 2001, et il s'effondre, et depuis, c'est le bordel. On ne sait pas ce qui va se passer demain, et quand on construit un bâtiment, quand on achète une maison, quand on fait un plan d'aménagement, on pense à 20, à 30, à 50 ans, et on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc, il va falloir décarboner nos espaces urbains, faire notre part, et la marche est haute. Il va falloir, quoi qu'il en soit, s'adapter au changement du climat, et en plus, inventer une nouvelle résilience, une nouvelle façon de gérer les risques, et ça, on a 30 ans. On a 30 ans, ça veut dire que ça touche essentiellement non pas le bâtiment neuf, l'innovation technologique, etc., mais la ville qui est déjà là, parce qu'on a pratiquement fini la ville de 2050. Au moins 80% de la ville de 2050 est déjà construite. Donc la question, c'est comment on fait passer le cap, ces 3 caps, à la ville qui est déjà là. Et on a des territoires qui sont plus ou moins exposés à ces aléas climatiques. Au premier chef, les espaces urbains méditerranéens, au premier chef, Marseille. Super transition. Alors, en effet, vous parlez de Marseille, c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose qui m'anime, vous l'avez compris. C'est vous parler pour moi d'un cauchemar qui est déjà là. C'est pas se dire peut-être que si un jour tout va mal, il arrivera ci ou ça. En fait, on n'en a pas forcément conscience quand on déroule nos vies au quotidien ici, mais le cauchemar climatique est déjà une réalité. Je vais vous donner quelques petits exemples et je suis désolée pour ceux qui ne dormiront pas très bien cette nuit, mais peut-être que je me sentirai moins seule. Du coup, on sera un certain nombre à réfléchir et à se demander comment on fait face à ça. Je voudrais d'abord vous parler de l'eau, vous dire que depuis 2 ans, on a été entre 10 et 11 mois sur 12 en arrêté sécheresse dans la ville. Je sais pas qui d'entre vous le savait. C'est absolument monstrueux. Et pourtant, certains d'entre vous se disent peut-être, oui, mais enfin quand même, il a plu il y a 3 jours, il fait pas si chaud en ce moment, ça va. On a une sécheresse structurelle qui touche notre ville de façon extrêmement grave. Un arrêté sécheresse, ça veut dire, attention, on n'a plus assez d'eau, attention, le niveau des nappes est inférieur à ce qu'il devrait être en telle saison, mais ça veut dire aussi normalement des restrictions dans l'usage de l'eau. Et je rappelle à ceux d'entre vous qui l'auraient peut-être oublié que nous n'avons pas dans notre ville de réseau d'eau brute. Un réseau d'eau brute, c'est de l'eau qu'on récupère directement des cours d'eau. On peut faire de la récupération d'eau pluviale et c'est de l'eau qu'on potabilise pas, donc on traite pas pour qu'elle sorte du robinet. À Marseille, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que quand on arrose avec de l'eau potable. Quand on nettoie les rues, vous me direz c'est pas souvent, on les nettoie avec de l'eau potable. Et donc, cet arrêté sécheresse devrait nous faire tous paniquer. Vous devriez tous dire, évidemment, on est en arrêté sécheresse, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Et quelque chose qui passe totalement inaperçu. Je vais vous raconter une deuxième anecdote sur l'eau qui est un sujet que je trouve particulièrement inquiétant. En mai 2022, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a une canicule extrêmement précoce. Il s'est mis à faire autour de 30 degrés au mois de mai. C'était complètement horrible, fatigant et nos corps étaient pas du tout préparés à cette chaleur-là. Eh ben, figurez-vous que pendant une grosse semaine, dans le cadre de mes fonctions d'élu, j'étais en lien avec la préfecture et que la préfecture nous disait tous les jours que la température de l'eau entrante, donc l'eau c'est l'eau qui arrive du canal de Provence chez nous, qui entre dans les usines de potabilisation de l'eau, où elle est donc traitée pour pouvoir être envoyée dans les réseaux, eh bien l'eau entrante était tellement chaude qu'on n'était plus sûr que nos usines de potabilisation
avait le pouvoir de casser les bactéries. C'est des filtres chimiques et mécaniques là, dans une usine, donc on fait rentrer de l'eau. Sauf que si elle est trop chaude quand elle entre, une vie bactériologique s'y développe dans des proportions beaucoup plus importantes. C'est pas les mêmes organismes vivants, et donc notre usine était plus tout à fait sûre. Alors là, il y a une petite jurisprudence, un peu comme à Dubaï. À Dubaï, quand il fait plus de 43 degrés, on interdit ce que les ouvriers continuent les chantiers. Bon, à Dubaï, il fait toujours au maximum 42,9, donc comme ça, on est peinard. Bon, là, la préfecture nous a dit, c'est bon, l'eau, elle est juste en dessous de la température qui ferait qu'on saurait plus la potabiliser. Voilà. Deuxième petit exemple pour vous dire que le cauchemar est déjà une réalité, ce sont les températures. Alors les températures, vous me direz que la température chaude estivale fait partie de notre paysage, partie de notre culture, on est une ville de Méditerranée. Sauf que au 21 juin 2017, on a mesuré 60 degrés au sol, rue d'Aubagne, en quartier de Noailles, en centre-ville. 60 degrés au sol, c'est le début de la cuisson basse température pour ceux d'entre vous qui aiment cuisiner. Les projections qu'on a fait faire dans le cadre d'une étude faite par des scientifiques, des météorologues, etc., montraient que si rien ne changeait, c'est-à-dire on laisse l'existant, le 21 juin 2050, on sera à 80 degrés au sol, rue d'Aubagne, et 90 degrés dans les cœurs d'îlots. Les cœurs d'îlots, ce sont ces espaces à l'arrière dans les immeubles anciens, donc du tissu construit au 19e siècle, qui étaient initialement des espaces de respiration. C'est fait qu'ils n'étaient pas construits parce qu'ils servaient à ce que l'air se refroidisse, se survole un petit peu de végétation. Ils ont été pour beaucoup densifiés. Vous le savez, si vous avez l'occasion d'être en centre-ville ou d'y vivre, des petits constructions ont été faites, etc. Total, ces espaces de cœur d'îlot ne servent plus du tout de rafraîchissement, voire au contraire, puisque là, la projection, c'est qu'il ferait 90 degrés dans le cœur d'îlot, rue d'Aubagne. Ces températures devraient être de nature à nous faire tous complètement paniquer et à nous obliger à peut-être une redirection, en tout cas une transformation radicale de notre façon de concevoir notre ville et de la faire vivre. Et puis le dernier exemple du cauchemar que je vous donnerai, c'est la question des espaces verts. On va tous ensemble se recueillir en se rappelant que 50% de nos arbres ont disparu ces 75 dernières années. J'excuse pour ceux à qui je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres cas, mais c'est un chiffre qui devrait être totalement obsédant. Pourquoi 50% de nos arbres? Parce qu'ils ont été malades et mal soignés, parce qu'ils ont été mal ou peu arrosés, et parce que pour beaucoup, ils ont été sacrifiés à l'aune de projets urbains ou d'aménagement, principalement de voirie, mais également dans des projets privés. Donc on a perdu 50% de nos arbres. Dommage au moment où le réchauffement climatique devient une réalité brûlante pour notre quotidien. Mais on a aussi, parce que sinon ce serait pas assez drôle, seulement 4,6 mètres carrés d'espace vert par habitant à Marseille. 4,6 mètres carrés d'espace vert par habitant à Marseille. Ça veut dire qu'on est presque 3 fois en dessous de ce que l'Organisation mondiale de la santé, je dis bien de la santé, prescrit. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation de souffrance endémique en termes de ratio d'espace vert. Si on se compare tout simplement sans être complexé, Paris c'est 14 mètres carrés d'espace vert par habitant, donc c'est presque 4 fois ce que nous avons. Nantes c'est 34 mètres carrés d'espace vert par habitant, et la moyenne des 50 plus grandes villes de France c'est 48 mètres carrés d'espace vert par habitant. Donc on est 10 fois en dessous de nos petits camarades. Ça, c'est des chiffres qui, au-delà du côté catalogue, devraient nous obliger tous à avoir une conscience extrêmement forte du fait que la réalité de ce cauchemar climatique, non seulement est réelle, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est pas une lubie personnelle, mais qu'en plus elle va se traduire à Marseille de façon particulièrement bouleversante pour tout le monde. C'est-à-dire que ce qui est en jeu, c'est pas c'est joli, c'est pas joli, on plante pas, les bobos écolos, ils veulent mettre des arbres, c'est pas ça. En fait, l'enjeu, c'est survivre ou ne pas survivre. Pour tout le monde. Et donc, je pense qu'il faut qu'on ait conscience du fait qu'on est cette ville du cauchemar, on est aussi une ville laboratoire des risques. Alors, je vais pas apporter la carte, mais je m'étais amusée, si on peut dire, à superposer tous les risques, et ceux d'entre vous qui sont peut-être architectes ou urbanistes ou promoteurs ou que sais-je, qui travaillent dans le domaine, vous avez probablement en tête ce casse-tête chinois qui est la superposition de la carte des risques à Marseille. La carte des risques, c'est toutes les zones où on peut pas ou très peu construire en raison des risques. Alors, on a le risque feu, on a le risque inondation, on a le risque retrait et gonflement d'argile, on a le risque effondrement et éboulement de terrain, on a le risque, maintenant le petit dernier, submersion maritime et retrait des traits de côte en littoral. Donc en fait, on est une ville où le cauchemar est une réalité qui se traduit dans des documents administratifs
qui nous disent qu'il y a toute une carte des risques. Et puis, face à ça, on fait quoi? Face à ça, on regarde 40 000 logements indignes durés depuis des années. Le rapport Nicole qui l'avait authentifié il y a quand même quelques années, les chiffres ne se sont pas améliorés. Ces logements indignes, ils sont le résultat de tas de phénomènes très complexes dans lesquels le clientélisme n'est pas le moindre, mais ils sont aussi le résultat d'une fragilité climatique. On continue, je ne sais pas si vous le savez, à évacuer chaque mois entre 15 et 20 immeubles à Marseille. Entre 15 et 20 immeubles. Donc, c'est des centaines de familles chaque mois. Et presque derrière chacun de ces périls, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'eau souterraine. Il y a des fondations d'immeubles qui ont bougé. Il y a des fissures qui se sont aggravées parce qu'en dessous, il y avait de l'argile et que ça a bougé. Donc, la réalité de ce risque climatique, c'est des conditions de vie et d'habitabilité qui sont menacées, mais c'est aussi très directement aujourd'hui 15 à 20 immeubles chaque mois qui doivent être évacués en urgence parce que les situations sont dangereuses. Donc ça nous renvoie évidemment à l'impératif de trouver ensemble des chemins pour avancer et pour faire face à cette conjonction de risques et de dangers qui est extrêmement impressionnante. Et faire face, c'est s'adapter. C'est plus le moment du débat entre atténuation et adaptation. C'est un débat extrêmement intéressant qu'on aurait pu avoir dans les années 80. Aujourd'hui, c'est les deux qu'on doit faire. L'adaptation n'est possible que si on atténue. Donc, on réduit, on décarbone nos modes de vie finalement. Et donc, on réduit l'impact du bouleversement climatique de façon à maintenir finalement une volatilité qui est suffisamment réduite pour qu'on puisse s'adapter. Ce bouquin, c'est un travail d'enquête. Je disais, c'est un travail de terrain autour de 6 chantiers d'adaptation. Et on en parlait tout à l'heure. Ce qu'ils ont en commun, ces chantiers d'adaptation, c'est qu'ils sont absolument connus. Nous, urbanistes, on sait ce qu'il faut faire. Non pas qu'on soit des spécialistes, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire dans la ville. Ils sont connus. Ces chantiers d'adaptation, ils sont déjà menés dans certains territoires. On a, et on va voir tout à l'heure, que on a partout, finalement, des gens qui font déjà. Donc, on sait faire. Il faut pas repasser par une innovation technologique, etc., etc. On n'a pas besoin d'inventer les choses. Mais le dernier point commun, c'est que on reste aujourd'hui sur des exemples. On reste aujourd'hui sur des démonstrateurs. On reste aujourd'hui sur des démarches exemplaires et on passe pas à l'échelle. La vraie question, c'est comment on accélère ces transformations. Puis il y a un dernier point, c'est que l'ensemble de ces adaptations, l'ensemble de ces grands chantiers, en fait, il n'y en a pas un qui serait un chantier qui nous ferait du mal. Il n'y en a pas un qui serait désagréable. C'est tous des grands changements sur la façon de faire la ville. C'est des grands changements aussi sur nos modes de vie. Mais à chaque fois, c'est pour avoir une vie meilleure dans nos villes. Donc, il n'y en a aucun qui fait partie d'efforts, qui fait partie de rationnement, etc. Le premier des chantiers, tu en parlais, c'est cette question de l'espace vert, qui n'est pas une question de confort de vie, d'esthétique, etc., qui est vraiment une question de survie. Aujourd'hui, la présence de végétal dans la ville, c'est la condition de résilience face à deux problèmes qui sont des problèmes clés dans nos territoires, qui sont les canicules d'un côté, parce que l'ombre, parce que la présence de l'arbre, l'évapotranspiration, etc., permet d'éviter l'effet d'îlot de chaleur urbain, donc cette concentration de la chaleur dans les milieux minéraux, qu'on connaît parfaitement bien ici. Et puis le deuxième point, c'est éviter les inondations de ruissellement, parce que je vous rappelle qu'on va pas avoir le climat d'Alger à Marseille, c'est pas du tout ça. Cette histoire de translation vers le nord des climats, c'est sympa pour en parler, mais c'est pas ça qui se passe. On est en train d'entrer dans de nouveaux régimes climatiques. Ça veut dire que le rythme, notamment des pluies, est perturbé. On l'a vu avec les questions de saisonnalité, d'annualité plus exactement, avec des enjeux en termes de pénurie. Mais pour autant, on devrait avoir, notamment dans la région, toujours autant d'eau, mais sur des périodes beaucoup plus restreintes. Donc des événements pluvieux, beaucoup plus intenses, pour lesquels nos infrastructures sont absolument pas prêtes. Ça veut dire qu'il faut désimperméabiliser les sols, péter les parkings, retrouver le sol, réactiver le sol en place et planter. Mais c'est pas planter quelques arbres au milieu du parking ou un pot de géranium sur la place de la mairie. Ça a un caractère absolument massif. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les potentiels de développement du végétal dans la rue, c'est 10%. Les potentiels de développement de la canopée dans les espaces maîtrisés, maîtrisés par les pouvoirs publics, dans une métropole comme celle de Lyon, qui travaille depuis 30 ans sur la question de la place de l'arbre, qui elle a doublé le nombre d'arbres
ces 30 dernières années. Les potentiels de développement de la canopée, donc de plantation d'arbres dans une métropole comme Lyon, c'est 30% sur des espaces maîtrisés par le public. Ça veut dire qu'il y a 70%, c'est du privé. C'est le cœur d'îlot dont tu parlais, mais c'est aussi le jardin devant le bureau de l'entreprise, c'est voilà, des espaces de stationnement, etc., etc. C'est un chantier absolument massif qu'il faut comparer à un Haussmann à Paris ou un métro du Grand Paris, si vous voulez, parce qu'il va falloir faire de la place. Il va falloir avoir des moyens pour faire de la place, dégager de la place, trouver de la place, désimperméabiliser, etc. Globalement, il va falloir virer du stationnement, parce que c'est l'équation. Dans la ville, on n'a pas de place en plus. Il va falloir investir, il va falloir planter, il va falloir massifier ces productions-là, et ça va demander des moyens exceptionnels. Mais souvenons-nous une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est peut-être en train de refaire la rue, de refaire l'enrobé dans votre rue. Et on refait les rues à peu près tous les 30 ou 40 ans. C'est-à-dire que la rue qu'on fait aujourd'hui, c'est la rue qu'on aura en 2050. Ça veut dire que aujourd'hui, tout chantier dans les espaces urbains, tout chantier dans les espaces ouverts devait être de vraies révolutions, sur lequel on vient supprimer finalement tous les usages qui sont pas essentiels, faire de la place, débitumer, réactiver les sols et planter. Mais planter massivement ces nouvelles canopées. Premier chantier. Deuxième chantier, c'est celui des temps. La première des sobriétés, en termes urbains, la première des sobriétés, c'est d'éviter de construire. Mieux utiliser nos espaces. Ce soir, on est dans un espace de travail. Et voilà, c'est pas un coworking qui est vide ce soir, il se passe quelque chose. Mais ce week-end, c'est fermé. Ce week-end, c'est fermé. On a des espaces morts partout dans la ville. On a des équipements qui ne servent à rien le week-end, qui ne servent à rien le soir. On a des immeubles de bureaux qui sont vides tous les soirs. Et même vos maisons, là, sont vides. Comment on fait pour penser la question de la sous-occupation? Aujourd'hui, on a la ressource majeure en termes d'espace d'hébergement aujourd'hui en France, c'est les maisons qui sont sous-occupées. On a une sous-occupation chronique du parc de logements individuels. C'est normal. Toutes ces maisons construites à partir des années 80, le développement des étalements urbains par ces jeunes ménages avec enfants sont plus tout à fait jeunes. Les enfants sont partis, mais les maisons sont là et elles sont un peu vides. Donc on a un potentiel déjà d'intensification de l'usage de l'existant qui est absolument massif et qui demande un truc excessivement complexe. C'est le partager. Et c'est plus facile de construire une nouvelle école que de demander à un incite de partager sa salle de classe. Pourtant, c'est ça, c'est les complexités qu'il va falloir affronter. Troisième chantier, c'est celui du bâtiment. Et qu'on se trompe pas, même si le gouvernement est en train de rogner, parce que vous savez, le ministère de la Transition a été transféré à Bercy. Donc, on baisse les budgets de MaPrimeRénov', mais souvenons-nous quand même, MaPrimeRénov' aujourd'hui, c'est 85% de hors sujet. On a 15% des chantiers qui sont engagés avec des financements publics, qui sont globalement raccords avec les enjeux du siècle. L'objectif, il est très clair. Il est même écrit noir sur blanc sur la stratégie nationale bas carbone. Ce document dont le gouvernement a oublié qu'il avait lui-même signé, qui est la stratégie de décarbonation. C'est pas compliqué. Il faut qu'on décarbone la fabrique de la ville. C'est une réduction de 94% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc c'est pas juste mettre un peu de polysirène sur une façade ou changer les 3 millions de chaudières fuel qu'on a en France aujourd'hui. C'est des chantiers absolument massifs qui consistent à reprendre complètement nos bâtiments. Pour tous les bâtiments construits avant 2012, se retrouvent avec une étiquette A ou B. Alors c'est pas jouer sur les indicateurs comme on le fait. Là c'est bon, on a réussi à décarboner, on a changé les étiquettes. Super. Donc c'est un chantier absolument massif qu'on n'a absolument pas commencé en fait. On n'a pas le début du commencement de ce chantier-là. C'est des chantiers de seconde vie. Comment on conserve tout ce qui peut être conservé, parce que c'est dans la matière qu'est le carbone, avant tout dans la matière et pas dans la chaudière. On conserve tout ce qui peut l'être et on vient donner une seconde vie à ce qui peut être réhabilité en réinvestissant absolument massivement. Troisième chantier, on n'a pas commencé non plus, mais on sait faire. Le quatrième chantier, on va en parler, c'est celui des espaces urbains. Comment on a des espaces qui se réinventent, qui se densifient parfois, qui se transforment, des zones d'activité ou commerciales qui viennent se réhabiliter, des friches qui se réinventent un futur, etc., etc. Comment on perd finalement l'habitude d'aller chercher systématiquement la réponse à nos besoins dans la périphérie. Mais aussi, comment on repositionne la question de la transformation de la ville comme étant un vrai sujet démocratique. Comment est-ce que la transformation de chaque cœur d'îlot devient un sujet de discussion à l'échelle du quartier et un vrai sujet, un vrai objet finalement
concret d'exercice de la démocratie locale qu'il va falloir éclairer, très clairement. Puisqu'aujourd'hui, c'est chacun son parking et on s'arrête là. Comment est-ce qu'on recrée finalement un vrai débat, une forme de réinvention d'une démocratie locale en commençant par le bas. Et puis, le 5e chantier, c'est celui du sol, au sens du foncier, la question de la propriété. On a une nécessité de rupture dans les modes de gestion de la propriété associée au sol. Aujourd'hui, on traite les mètres carrés en ville, dans les espaces tendus, finalement comme un bien qu'on peut échanger sur le marché. Mais on voit bien que ça surdétermine notre capacité à avoir du logement social, des logements abordables, des commerces de centre-ville qui servent à quelque chose, du fer, des artisans, de la production industrielle dans nos territoires, etc., etc. Aujourd'hui, on a des déterminants dans le prix du sol qui font qu'on a un certain nombre d'usages urbains essentiels qui n'ont plus leur place dans la ville. On a une gentrification sociale, celle-là on la voit, ces quartiers où les valeurs montent et où ceux qui peuvent pas se payer la proximité sont obligés de partir. Mais on a aussi une gentrification fonctionnelle. On a des usages qui ne sont plus présents dans la ville, qui ne peuvent plus être présents, notamment dans les villes attractives. Et puis, le dernier chantier, c'est celui qui manque sur chacun des territoires, celui de la vision du développement territorial. Comment on renouvelle finalement une vision beaucoup plus ouverte du devenir de nos territoires, en commençant par faire autre chose que choisir un futur. Aujourd'hui, globalement, on a des plans de développement à 2050. Donc, il y a de grandes réunions, on fait des scénarios et puis on choisit le scénario B. Scénario B, il est quand même beaucoup mieux que le scénario A, qui était assez pourri, et puis le C, on peut pas se le payer. Donc voilà. C'est en général ce qu'on appelle le scénario volontariste. C'est dans les villes moyennes, c'est celui qui fait revenir les jeunes ménages parisiens, cadres avec enfants, et on retrouve une démographie galopante. Dans les métropoles en surchauffe, c'est celui où les choses se calment. On va pas être obligé de trop construire parce que finalement les jeunes arrêtent d'arriver, etc., etc. Et sans doute, il doit même faire revenir l'être aimé dans certains cas. On choisit encore un futur. C'est assez fascinant quand même. C'est beaucoup d'ingénierie, des grandes réunions, et à la fin on se dit tiens, c'est ça qu'on sera. Et puis on fait des PowerPoints, on a des courbes, on vient planifier, et on vient dire comment on ira jusqu'en 2050 parce que on peut décider ce qui se passera en 2050. On ne sait plus de quoi est fait demain. On ne sait plus de quoi est fait demain. Comment est-ce qu'on peut imaginer se choisir un futur alors qu'on ne peut plus lire ne serait-ce que demain? Comment on peut travailler sur après-demain alors qu'on est complètement dans le brouillard? Donc il nous faut réinventer deux choses. La première, c'est une culture de la prospective. Comment est-ce que réellement on regarde des futurs toujours pluriels, et comment est-ce que regarder ces futurs-là, c'est nécessairement une forme de débat collectif, et encore une fois, un exercice de la démocratie. Et comment, là-dessus, on arrête de s'en choisir un, on garde uniquement des futurs pluriels, en commençant par penser nos fragilités. Et je pense que, plutôt que de tirer les courbes de la démographie, et après de se dire comment est-ce qu'on va répondre à ces besoins-là, on ferait mieux de regarder les territoires comme tu le fais, regarder les fragilités, commencer par ça, et commencer par prendre conscience de ça. Et regarder aussi ensemble des futurs qui sont par nature inconfortables, mais globalement, quand on vous montre des futurs heureux, on vous ment. Alors, on a, je le disais, une grande constante. C'est qu'on sait faire tout ça. On a des territoires qui font ça. Mon bouquin, c'est ça. C'est des gens qui témoignent de ça, des gens qui font déjà plus ou moins bien, de façon plus ou moins élégante, etc. Mais qui ont déjà trouvé soit la solution au problème, soit, et j'aime bien ça, une solution pour contourner le problème. Et c'est pas inélégant de contourner les problèmes de temps en temps. Mais je voulais qu'on parle d'ici, parce que moi je voulais faire ça ici, parce qu'ici, c'est tenter des choses, et finalement, se réussissent des choses qui, globalement, si tu me l'avais expliqué il y a 2 ans, j'aurais dit, c'est sympa, mais bon courage. Et je crois d'ailleurs que c'est ce que tu m'as dit. On a fait ensemble un podcast, et en effet, t'as dit à la fin, bon courage. Peut-être moi pour vous raconter un peu l'histoire de comment on est arrivé ici, parce que c'est un peu ça qui peut se rallier en tout cas à la conversation, et en quoi on est je dis souvent un POC ou un exemple, en effet pas du tout encore massifié, mais une tentative. C'est vrai qu'ici, il y a très longtemps, c'était une ferme, et il faut fermer les yeux pour imaginer qu'il y avait plein de champs autour. Si vous vous baladez, vous allez voir, on a un puits, on a des bassins. Donc on voit l'activité qu'il y a pu avoir. Après, il y a eu des familles qui ont habité, une grande famille qui a habité pendant plusieurs années, la famille de La Rochère.
Et puis, en fait, nous, on est arrivés ici un peu par opportunisme. Quelque part, il y a 2 des cofondateurs du LICA qui ont habité la maison qui est à côté du Fab Lab à gauche, qui cherchaient un jardin pour leur chat, pour qu'ils puissent être bien. Donc, on doit un peu toute cette transformation finalement à Takeo et voilà, on le salue aujourd'hui. Mais pour vous dire qu'au bout de 2 ans, en effet, on nous a un peu incité petit à petit. Donc, on s'est installé. On a commencé à la fois mixer quelque part des vies personnelles et des vies professionnelles en créant le LICA. Notre premier bureau était ici, donc en location. On a essayé de nettoyer un peu l'espace une fois que le monsieur La Rochère est parti. Et là, c'est ses enfants qui étaient les vrais propriétaires qui, à un moment, nous ont dit bon soit vous partez, soit vous rachetez. Mais eux, ils avaient été approchés par énormément de promoteurs. Parce qu'en fait, ils cherchaient à vendre depuis plus longtemps que ce qu'ils nous avaient partagé. Et en fait, ici, normalement, le PLUI est non constructible et tout autour, on est cerclé. Ce que vous voyez même à partir de du paysage et autour, c'est un espace boisé classé. Donc voilà, il y avait cet enjeu où la différence de prix que eux on attendait et celle que nous on était une SCOP. On avait à cette époque-là, on a 4 ans dans l'EHPAD, donc on est en développement, on n'est pas très nombreux. Donc c'est vrai qu'il a fallu penser un projet. Alors assez naturellement, nous le projet est venu, on était déjà un laboratoire pluridisciplinaire, on allait déjà discuter dans plein de champs différents. Les cofondateurs, on arrive on va dire de secteurs très différents et quelque part, je dis souvent, on était déjà un peu un tiers lieu dans notre tête. On était déjà un peu des intellectuels qui cherchaient à mixer des projets, des publics, des solutions. Pour autant, il nous manquait un peu le lieu pour l'incarner, le rendre visible et faire en sorte, peut-être comme ce soir, que des personnes qui arrivent, pareil, de secteurs très différents, de milieux très différents, puissent se croiser. Donc, il nous a semblé que ce lieu, il nous parlait, on s'était créé ici et que voilà, c'était là où il fallait qu'on continue de s'implanter. Donc, on a mobilisé à l'époque, on a commencé des forums ouverts avec aussi des personnes du quartier. Donc, on avait très peu de RH, on va dire de personnes pour mobiliser ça, mais on l'a fait et on a vu l'intérêt. Enfin, il y avait en tout cas une grosse mobilisation pour que le lieu reste un jardin. Ça fait enfin, voilà, le côté oasis. Il y a personne qui nous a dit ah ben non, en fait des parkings ça serait tellement mieux. Donc ça, il n'y a pas eu de souci. Et le fait que notre volonté était principalement de réhabiliter aussi plutôt que de construire, voilà, on a eu quand même une adhésion et c'était pas évident parce que il y a toujours une peur quand on va créer quelque chose, il peut y avoir en effet plus de voitures qui viennent se garer, ça peut créer du bruit. Donc on a fait tout ce travail-là pas à pas. Et de toute façon, le temps qu'on trouve des partenaires financiers, etc., ça nous a permis aussi petit à petit de fédérer. Et puis ce soir, elle est au milieu de la salle et je voulais saluer aussi la foncière Belleville qui est représentée par Diane, qui est aussi maintenant résidente parce que ça a été une rencontre aussi déclencheur. Donc dans ces volontés de tiers espace, dans ces manières de rediriger un lieu, il y a aussi des rencontres et il y a aujourd'hui de plus en plus d'autres acteurs de l'immobilier, parce que je vous parlais de promoteurs, mais il y a des personnes qui aussi font de nouvelles manières, quelque part, de faire de la promotion urbaine, et aussi des nouvelles manières d'accompagner des acteurs tels que nous à rentrer dans l'univers de l'immobilier, à s'en saisir. Et donc, je vais vous passer sur tout le modèle qui s'est créé, mais ça nous a permis, nous, en tout cas, de se motiver déjà à le faire, d'y croire, de pouvoir arriver même à investir, donc dans quasiment une SCI, parce qu'il a fallu aller jouer aussi bien avec le milieu de la finance, mais le milieu de l'immobilier, et pour des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et pour ma part, moi, je viens aussi du milieu de la culture à la base. C'est très, très loin, et on a même des freins, on a des préjugés, voilà. Donc aujourd'hui, en fait, quand on fouille, il y a plein de gens qui ont des initiatives, qui font des choses, et cette redirection, en fait, on est nombreux. Quand on commence à ouvrir une autre porte, on est nombreux à pouvoir se fédérer, et c'est ce qui nous a motivés, nous, petit à petit, à se dire on peut le faire, on va y arriver. Ça a été quand même 2 ans assez tendu, mais on est arrivé. On a pu acheter le 9 décembre 2022. Donc, c'était déjà étape 1, sécuriser ce foncier. Donc, ça y est, une fois qu'on n'était pas propriétaire, on est copropriétaire, mais c'était déjà, on n'a pas besoin d'être propriétaire, en tout cas. C'était déjà beau. Et ensuite, il a fallu réhabiliter la maison dans laquelle vous êtes. Il pleuvait à l'intérieur, ses fondations étaient limites. Je crois que je me souviens de Mathilde qui est venue faire une visite. On avait les planchers, voilà, on pouvait passer presque à travers.
Donc voilà, il y avait un gros travail qui a été aussi piloté avec Belleville de réhabilitation, et on avait aussi une volonté d'incarner tous les sujets sur lesquels nous on travaillait déjà, qui était la transition écologique. Et donc on a pu, je vous passe pareil tout le programme de travaux, mais ça a été aussi un engagement et 9 à 10 mois de réhabilitation avec des entreprises qui ont été là tous les jours avec nous, et ça a été un chantier assez joyeux, je dois dire. Je pense que les gens avaient plaisir à travailler là, même si ça n'a pas été évident. On a essayé de garder et le sourire et d'y arriver. Et on a ouvert le 17 novembre 2023. Voilà. Donc, pour vous raconter un peu cette histoire et vous dire que aujourd'hui, si on a autant de plaisir à ouvrir et à faire des soirées telles que celle-là, c'est une vraie volonté que on puisse faire plein de choses différentes. Et vous verrez plein de choses se vivre et si différentes des projets. Et on a envie de faire en sorte qu'il y ait les voisins qui soient là, mais aussi des entreprises, des collectivités, des institutions, des étudiants. Donc ça va se faire avec le temps de pouvoir parler à chacun. Mais l'idée d'un lieu, si petit soit-il, pour nous, l'important, c'est d'avoir ce croisement des publics, des projets, et aussi parce que je pense que ça donne beaucoup d'espoir. Parce qu'on reste chacun un peu chez soi à écouter aujourd'hui justement un peu les médias, c'est quand même très anxiogène. Et aujourd'hui, une des choses qui nous motive, nous, au LICA, ça a été principalement de tisser des liens et de prendre soin de ces transitions. Parce que aussi les personnes qui travaillent dans les transitions, on est vite épuisé parce qu'il faut convaincre, il faut aller voir beaucoup de monde, et aujourd'hui c'est presque tout le monde. Donc il y a besoin qu'on prenne soin de nous, et cet espace est un espace pour se régénérer, mais aussi prendre soin de ces transitions. Voilà. Super. Alors ce lieu, attends, il est mort lui. Ah. Ce lieu, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, malheureusement trop peu à Marseille, mais beaucoup d'autres partout en France, qui sont ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle avec Sylvain, des démonstrateurs, des lieux qui nous montrent que c'est possible de faire, et que un lieu magnifique, préservé, une bande de joyeux fous engagés qui se sont lancés dans cette aventure, qui ont rencontré d'autres acteurs et qui ont fait ce travail incroyable. La frustration que moi je ressens, que Sylvain partage, je le sais, c'est de se dire, mais donc ça veut dire que c'est possible, ça veut dire que la grande compréhension des enjeux, on vous l'a partagé avec Sylvain, et vous voyez qu'on est plutôt d'accord. Ça veut pas dire qu'on a forcément raison, mais on est le reflet de toute une profession en fait. C'est pas des positions personnelles, militantes qu'on vous présente. C'est vraiment l'état des forces et des réflexions sur le sujet. Donc on sait comprendre le contexte, on sait par le bas, entre guillemets, concrètement faire des lieux qui nous démontrent cette capacité à faire, mais on observe une incapacité collective à faire ce changement d'échelle. C'est-à-dire que comment faire pour que ça devienne les politiques publiques de nos municipalités, partout, quel que soit d'ailleurs leur bord politique, parce que finalement, survivre, c'est un projet qui devrait intéresser toutes les familles politiques. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai dit que je ne suis pas forcément très calme, mais je vais être quand même très calme. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut repositionner chacun à sa juste place. Vos élus, et j'en fais partie, ne sont que des locataires des municipalités ou des espaces, des institutions que vous leur confiez. Ces élus sont des locataires, donc sont des gens de passage. Ceux et celles qui restent, c'est vous, c'est les habitants. La permanence. Alors, je sais bien que dans notre territoire, on s'est habitué, peut-être un peu trop, à voir des élus rester extrêmement longtemps. Et vous vous doutez que je suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle pour notre démocratie, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique de ces personnes. Mais je pense qu'il y a vraiment un repositionnement à opérer dans le rôle qui est celui des citoyens et des citoyennes et celui des élus ou autres représentants. C'est-à-dire que tant que les citoyens et les citoyennes ne sont pas un aiguillon constant pour exiger, faire valoir une vision qui est une vision de survie, les élus sont enfermés dans le court terme. J'en parle d'autant plus tranquillement que je ne suis plus membre de l'exécutif municipal et sans doute certains d'entre vous le savent. Au bout d'à peu près 1 an de mandat, après avoir vécu un switch politique, qui était encore une belle aventure collective, eh bien le sujet de discussion principal de mes collègues était celui de la réélection. Le problème de ce temps court, et là je dis pas du mal d'individus, personnellement, ils ne sont que les représentants pas très enthousiasmants d'une classe politique. Le constat, c'est quoi ?
c'est l'enfermement dans le temps court. Et donc, dans le temps court, on n'en a rien à cirer de 2050. On fait un plan 2050 parce qu'il paraît qu'il faut faire ça. Il paraît qu'il faut afficher un truc. Mais les vrais enjeux de survie collective, et le sujet est trop important pour qu'on se dise, bah ouais, mais la politique, c'est comme ça. Pour qu'on confie ce sujet-là entre les mains de gens qui ne s'inscrivent pas du tout dans cette temporalité et pour qui réfléchir à comment un espace public qu'on conçoit aujourd'hui, il sera le même en 2050 et comment il va survivre à des températures aussi élevées et comment les humains dessus vont survivre, n'est absolument pas le sujet. Donc je pense qu'il y a un repositionnement du citoyen comme acteur et pas comme client ou pas comme personne qui attend qu'on lui délivre pour que nous puissions porter collectivement, en fait, cette exigence. Sinon, le risque, c'est quoi? C'est que la question du temps long n'est jamais le sujet, puisque ce n'est pas un sujet d'élection. Et le résultat, c'est quoi? C'est que la question environnementale, c'est le truc pour faire joli. Là, on va planter quelques trucs, ce sera bien. Et donc, ce à quoi ça conduit, c'est une approche très silotée. Ça veut dire que aujourd'hui, on parle logement, alors on va dire qu'il faut construire. Demain, on parle eau, on va dire oh là là, la ressource en eau, faut faire attention. Après-demain, on parle climat, et là, on va dire ah là là, la canicule, etc. Mais à aucun moment, la question globale de la survie, donc j'appellerais même pas la question du climat, la question de la survie, ne devient le prisme général à l'aune duquel toutes les politiques publiques devraient être contrôlée par les citoyens et devrait être mise en œuvre. Un pouvoir public qui réalise des choses qui sont dangereuses pour notre survie devrait être attaqué parce que ça nous met en danger. Et c'est extrêmement important qu'on se rende compte que ça se joue dans les petites, les moyennes et les grandes décisions. Il y a par exemple en ce moment un projet, je suis désolée, je suis obligée d'en parler, ça me gonfle trop, un projet de création de 2 centres aqualudiques absolument déments, avec piscine à vagues, spa, location de transat, qui sont portés par la municipalité. Ok? Donc là, on a un sujet, on peut dire, c'est Chaboch, je n'étais pas d'accord, je suis pas contente. Oui, Chaboch, je suis pas contente, je vous confirme. Mais c'est pas du tout la question. La question, c'est que créer ces équipements, c'est creuser notre tombe encore un peu plus loin. Parce que ce sont des dépenses en énergie complètement folles, des dépenses en eau, et je vous rappelle que ça fera de l'eau potable, dans les piscines, complètement démentes, et des équipements qui sont un gouffre financier et qu'on saura en plus très certainement pas faire vivre, qu'on sera contraint de fermer. Beaucoup de villes aujourd'hui ferment leurs piscines. Donc, je vous donne cet exemple pourquoi? Pour vous dire qu'en fait, la question de notre responsabilité collective à ne pas se laisser se faire enterrer par nos élus doit être quelque chose qui nous habite et qui fait qu'il faut être absolument conscient de ça et se poser la question, petite décision, moyenne décision ou grande décision, par décision. Sinon, au final, la question de notre survie est vraiment posée. On retrouve sur cette question de la fabrique de la ville, je le disais au tout début, à la fois des questions quotidiennes et des questions de survie collective. Donc, vraiment, la question aujourd'hui, c'est comment est-ce que on arrive à reposer cette question du temps long. Je suis 100% d'accord, évidemment, avec toi. Mais comment est-ce que chacun bouge? Comment est-ce que l'élu va penser ce temps long? Comment est-ce que le citoyen va être autre chose qu'un consommateur qui se préoccupe de ces questions-là tous les 6 ans et dans le slogan? Comment est-ce qu'on vient mettre dans ces débats-là la complexité du faire la ville, parce qu'il entraîne tout le reste, tous ces enjeux systémiques, ces questions de mobilité, etc., etc. Dans le débat politique, de façon à voter en conscience là-dessus. Comment est-ce qu'aussi les professionnels se décalent, transforment leurs pratiques, apprennent ces nouveaux métiers, et finalement affrontent cette autre façon de faire la ville, où on le démontre bien ici, on affronte le complexe. C'est beaucoup plus compliqué. C'était tellement plus simple de tout raser et de faire des immeubles défiscalisés. Ça, on sait faire. On sait comment ça commence, on sait comment ça finit, etc., etc. Ça veut dire que c'est du complexe. C'est du complexe et donc c'est long. Donc on a une transformation à engager et je pense qu'il y a à la fois une exigence du citoyen et puis aussi la perception, et ça c'est le retour qu'on en a. Je finirai peut-être là-dessus, puis on va vous laisser avancer. Témoignage moi que j'ai eu qui était un témoignage passionnant et surtout hyper éclairant d'un maire que je cite dans ce bouquin-là, un maire du Québec, l'ancien maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, qui a fait 2 mandats. Et
Gatineau, c'est 300 000 habitants. Hein. C'est pas un petit bled au milieu du Pacifique, c'est 300 000 habitants juste en face d'Ottawa. Et il s'est pris pendant tout son second mandat une récurrence de crise. 2017, une première inondation, la rivière des Outaouais n'était jamais sortie de son lit, 4000 réfugiés, hein, et ils savaient pas quand l'eau allait s'arrêter de monter, c'était jamais arrivé. L'année d'après, ils ont eu 3 événements pluvieux, les plus importants du dernier siècle. Une tornade qui a endommagé 1200 logements. En 2019, il y a une nouvelle inondation plus importante que celle de 2017. Alors, voilà, en 2021, il a décidé de passer la main. Le Voilà. chat noir, quoi. Il a passé, en fait, c'était Gatineau, c'était l'épicentre du bouleversement climatique, au moins en Amérique du Nord. Et maintenant, il témoigne. Et il témoigne d'une chose. C'est que la crise ne se gère pas sans les citoyens. Que l'armée, c'est sympa, que les services publics, c'est sympa et c'est important, etc. Mais qu'à un moment, c'est bien le fait qu'il y ait des liens entre les citoyens qui font que on a la première ligne qui est activée. Il témoigne aussi du fait que les citoyens ont su inventer, innover, tester des choses. Que lui, il avait des habitants qui remplissaient des sacs de sable en 2017 avec l'armée qui les regardait faire, et qui s'apercevait qu'ils étaient beaucoup plus productifs que les militaires. Hein, puis l'armée, elle part vite quand la crise est faite. Et quand on doit parler de reconstruire, quand on doit parler de construire autrement, quand on doit parler de venir désimperméabiliser, etc., lui a commencé à s'appuyer sur ceux qui savaient, les citoyens. Et donc, il a mis en œuvre une politique de transparence totale, en se disant, de toute manière, on est emmerdé par les contentieux. Quand on planque les plans, on est emmerdé, etc. Donc, on va tout rendre transparent. Et on va tout faire avec les gens parce que aujourd'hui, les gens savent, ils ont des choses à apporter. Et donc, on voit bien qu'il y a, dans cette réinvention, c'est un élu qui se pose la question du bon périmètre, de temps et d'espace aussi, hein, en commençant à dialoguer 100 km en aval, parce que c'est là-haut que se posait la question de l'inondation. Évidemment, c'est dans un autre territoire. Hein. Donc, il faut collaborer, mais qui se pose la question aussi de son rôle. Et on a des citoyens qui commencent à prendre la parole et à participer, mais on a aussi des élus qui se décalent pour rendre possible cette participation et être moins dans le presse-bouton et dans la décision, et plus dans le fait de créer un lieu de débat. Mais il renvoie ça aux citoyens en disant, en fait, on ne sait pas gérer la crise, mais on ne sait pas gérer non plus la transformation et l'adaptation de nos villes. On ne sait pas végétaliser nos rues. Aujourd'hui, les municipalités sont incapables de mener le chantier, il est beaucoup trop vaste. Il va falloir le mener vous-même, en fait. Et chacun commencer chez lui, dans sa maison, dans sa cour, mais aussi dans sa rue, à faire autre chose qu'être un client et commander, demander à la mairie de faire. Il faut faire ça, mais il faut aussi faire. Arrêtez de demander l'autorisation et passer à l'action. À vous.